Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi dans ce live dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle co-organisées par Avenir Actif et l'APEC, en association bien sûr avec tous nos partenaires nationaux et régionaux. Qu'on a eu d'ailleurs sur différents webinaires cette année. Tout à fait. L'idée du webinaire, pour qui ce serait le premier, c'est de pouvoir poser vos questions dans le chat et puis nous essayerons autant que possible d'y répondre à la fin du webinaire. Pour vous resituer un petit peu l'événement, depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, l'APEC et Avenir Actif, opérateurs du conseil en évolution professionnelle, ont organisé ces semaines de l'évolution professionnelle. Et cet événement est 100% digital, gratuit, accessible à tous. Et comme son nom l'indique, on était sur le thème de l'évolution professionnelle qui était au cœur de 70 webinaires thématiques que vous avez pu tester pendant ces 15 jours. Donc aujourd'hui, je me présente, je suis Aurélie Clément, je suis responsable projet mon CEP en Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée de Vanessa. Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous avoir sur ce webinaire sur les dispositifs de financement de formation. Donc moi je suis Vanessa Marie, je suis coordinatrice pédagogique sur mon CEP en Nouvelle-Aquitaine pour Avenir Actif. Alors, Aurélie, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce qu'on va voir finalement dans ce webinaire? Eh bien, oui, effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est de mieux connaître les différents dispositifs de financement de formation. Donc, dans un premier temps, on va faire un panorama assez généraliste sur les différents dispositifs de financement de formation. Et puis, dans un deuxième temps, on appuiera un petit peu le webinaire sur le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est, pour qui et les enjeux de ce service. Mais du coup, quand on parle de panorama des dispositifs, est-ce qu'il y a des clés d'entrée? Enfin, comment on peut cartographier ces différents dispositifs? Eh bien, c'est assez simple, si on peut dire. On va essayer de rendre l'exercice assez ludique. L'idée, c'est de se dire que pour un projet d'évolution professionnelle d'un salarié, on va avoir plusieurs dispositifs mobilisables. Un premier qui sera plus à l'initiative de l'employeur avec différents dispositifs qu'on vous présentera après. Un deuxième volet où on va être plus sur des dispositifs d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Et puis un troisième volet où là, on va être plus à l'initiative du salarié pour réaliser son projet de formation. Le tout, bien entendu, pouvant être accompagné par un conseil en évolution professionnelle et on verra dans quel sens dans la deuxième partie du webinaire. Alors, donc du coup, si on regarde ce que tu nous as présenté, si on prend ce volet à l'initiative de l'employeur, aujourd'hui, quelles sont finalement les possibilités de l'employeur pour agir sur les dispositifs de formation auprès de ses salariés? Comment il peut se positionner? Dans un premier temps, on va avoir le plan de développement des compétences qui permet de réaliser des actions de formation obligatoires ou qui sont nécessaires au métier exercé par le salarié. Elles peuvent être réalisées sous différentes modalités en fonction de l'activité et du souhait de l'employeur ou du salarié. Et puis, dans l'idée, on peut toujours mobiliser son opérateur de compétences pour se renseigner, avancer sur son plan de développement des compétences avec son opérateur de compétences qui peut varier en fonction de la branche dans laquelle l'entreprise se situe. D'accord. Donc, quand je suis en entreprise, je vais avoir donc un interlocuteur qui est l'OPCO, donc l'opérateur de compétences. Et du coup, comment je fais pour
mobiliser ce plan de développement des compétences? Sur quoi je peux agir? Qu'est-ce que moi je peux mettre en place en tant qu'employeur pour mes salariés? Bah, clairement, on peut avoir des entreprises qui ont certains métiers où on va avoir des habilitations qui sont nécessaires pour exercer le métier. Je pense par exemple à des habilitations électriques pour intervenir dans les métiers du bâtiment. Eh bien, l'entreprise va pouvoir intégrer ces formations dans son plan de développement des compétences, D'accord. ces habilitations par exemple, mais il y a tout un champ de formations qui sont envisageables et elles peuvent être échangées avec l'opérateur de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'autres dispositifs qui sont à la main de l'employeur? Alors, on va avoir le Fonds national de l'emploi, ce qu'on appelle le FNE Formation, qui a pour objectif de maintenir les salariés en emploi et de développer les compétences pour mieux accompagner les entreprises dans les transitions, donc les transitions écologiques, numériques ou dans l'agroalimentaire. Et ce fonds peut être mobilisé par les entreprises, toujours en lien avec l'opérateur de compétences, bien entendu, pour accompagner l'entreprise dans ces transitions. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs au niveau des OPCO pour l'employeur? Pour l'employeur, on va être aussi dans une possibilité de dotation volontaire sur le CPF d'un salarié. C'est-à-dire que sur une formation qui aura un intérêt pour l'entreprise, pour le développement des compétences d'un salarié de l'entreprise, je vais pouvoir, moi, entreprise, abonder le CPF de mon salarié pour qu'il réalise une formation. D'accord. Par exemple, j'ai un salarié qui, parce que là, du coup, c'est moi qui vais voir le salarié et qui lui dit: «Écoute, j'aimerais bien que tu mobilises ton CPF, je vais te donner un peu d'argent sur ton CPF et que tu te formes là-dessus». Ça va être fait d'un commun accord. On va pouvoir effectivement l'aborder comme ça. Et puis, on peut se rendre compte, notamment dans certains métiers, où on voit que l'intelligence artificielle arrive à grands pas dans différents métiers, se dire, ben voilà, le salarié peut l'évoquer à l'employeur ou l'employeur l'évoquer à un salarié. Et puis, ils y voient tous les deux un intérêt. Et du coup, l'employeur peut se dire, bah, effectivement, j'ai tout intérêt à ce que mon salarié se forme sur l'intelligence artificielle parce que dans un avenir plus ou moins proche, on en aura besoin au sein de l'entreprise. Et ben, je vais miser là-dessus pour développer ses compétences. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions juste faire un tout petit point sur les questions qu'il y a au niveau du chat. Je vois que vous êtes plusieurs quand même à évoquer des éléments de questions sur les financements pour les demandeurs d'emploi. Il faut que tu déroules encore un peu. Ouais. Ce webinaire n'est pas forcément axé sur ces financements-là ou ces dispositifs-là. Oui, oui, mais malgré tout, on va faire quelques zooms assez rapides alors sur tout ce qui est plutôt à la main des salariés et j'évoquerai aussi les abondements possibles et des abondements qui peuvent passer par France Travail. Et puis pour préciser une des premières questions, alors nous, effectivement, on intervient en région Nouvelle-Aquitaine, mais ce qu'on va vous dire dans ce webinaire, ça concerne l'intégralité du territoire français, hein. On est bien sur un webinaire national et du coup, ne vous centrez pas juste sur nous, nos lieux de mission, qui est la Nouvelle-Aquitaine. Du coup, on va passer maintenant on est un peu déjà allé dedans avec le CPF et la dotation employeur, mais on va passer sur le volet où la formation se fait d'un commun accord, le financement se fait d'un commun accord. Donc, on va évoquer dans un premier temps les contrats d'alternance. Donc, on a deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.
Aujourd'hui, votre opérateur de compétences peut vous Alors, accompagner. peut-être juste avant d'aller plus loin sur les contrats d'alternance, parce que je vois en fait des questions sur finalement, à part les OPCO, il n'existe pas d'autres supports d'aide financière pour les employeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OPCO, c'est quand même l'opérateur de compétences et c'est vraiment l'interlocuteur qui a la main de l'employeur. Quand on vous présente les éléments en lien avec l'OPCO, avec Aurélie, on a parlé effectivement du plan de développement des compétences et puis un peu du FNE, mais l'idée, c'est en tant qu'employeur, vraiment de ne pas hésiter à vous rapprocher de votre OPCO parce que chaque OPCO va pouvoir aussi mettre en place des dispositifs un peu spécifiques qui sont liés à sa branche, à ses besoins particuliers. L'autre jour, j'étais sur un webinaire avec Ocapiat où Ocapiat a présenté aussi des choses particulières liées à l'OPCO. Donc, ils ont une offre de service, par exemple, qui s'appelle Boost Compétences. Donc là aussi, qui permet de financer des éléments de formation, plutôt sur de la formation courte, sur des besoins très précis. Et là, on a une prise en charge des coûts pédagogiques. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt au niveau des employeurs à travailler de manière très proche avec les OPCO qui vont venir en appui et qui vont partir de votre projet, de votre besoin en fait de formation, de professionnalisation ou d'employabilité auprès de vos salariés pour essayer de voir un peu le dispositif qui peut être intéressant à mobiliser. Et puis, il y a une autre question qui est quel est l'intérêt pour l'employeur d'abonder le CPF d'un salarié? Il peut le former directement sur son plan de compétences. Oui, effectivement, il peut le former directement sur son plan de compétences. Mon entreprise décide de moderniser son outil numérique, puisqu'on est un peu dans l'ère du numérique en ce moment, bon, bref. Donc, il souhaite mettre en place un nouvel outil numérique qu'on va appeler Théo. Et du coup, en fait, il va l'imposer. C'est quelque chose qui va s'imposer aux salariés, qui va dans le souhait de l'entreprise de modernisation, de développement, ou comme disait Aurélie, sur les habilitations, on est sur des éléments un peu d'obligation. Donc là, on va plutôt mobiliser le plan de développement des compétences pour, par exemple, former mes salariés à ce nouvel outil que moi, entreprise, je décide de mettre en œuvre. Maintenant, je suis aussi une entreprise qui fait donc les entretiens professionnels auprès de mes salariés. Et lors de ces entretiens professionnels, j'ai un de mes salariés qui m'évoque un intérêt pour l'intelligence artificielle. Il a vu une formation là, qui pourrait être intéressante, qui pourrait amener quelque chose dans sa pratique professionnelle. Et puis lui, il y voit un intérêt. Et moi, en tant qu'employeur, à ce moment-là, je me dis, oui, tiens, ça peut être aussi intéressant pour l'entreprise. Voilà, on va être dans un projet finalement qui émane du salarié, mais où il peut y avoir aussi un intérêt pour l'entreprise. Donc, on est sur un projet partagé, co-construit. Un double intérêt. Et donc, c'est là, voilà, et c'est plutôt là, effectivement, que du coup, on va peut-être se mettre plutôt en place la dotation employeur sur le CPF. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire pour répondre sur ces deux questions-là. Et donc voilà, il y en a qui évoquent qu'effectivement le CPF vient aussi comme une aide financière à la formation du salarié. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que ce CPF reste à la main du salarié. On est bien sur un droit qui appartient au salarié. Et donc du coup, je ne peux pas moi, entreprise, employeur, dire tu vas utiliser ton CPF pour te former là-dessus, alors que c'est moi, employeur, qui vais te l'imposer. Donc, le CPF ou la dotation dans le cadre du CPF va vraiment entrer dans des projets qui vont être construits entre l'intérêt, la motivation, le projet du salarié et l'intérêt pour l'entreprise. Merci Vanessa. Du coup, on va repasser sur les contrats d'alternance. Comme je disais, donc on a deux types de contrats, le contrat en apprentissage
où l'objectif, c'est plus de viser un diplôme ou un titre professionnel, et puis le contrat de professionnalisation, où là, on va être sur une qualification professionnelle. Les rémunérations varient en fonction du contrat, et puis les aides financières aussi varient en fonction du contrat. On va pas trop s'attarder quand même sur les aides financières parce que, ben voilà, elles peuvent évoluer. Ce qu'on vous dit aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain ou dans 3 mois. Sachez qu'aujourd'hui, il en existe et l'opérateur de compétences, comme dit précédemment, pourra vous renseigner sur cela. Mais ce qu'on veut appuyer aujourd'hui, c'est l'intérêt que peut avoir l'entreprise de recruter en alternance. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des métiers qui ne sont pas forcément exactement en lien avec un diplôme ou un titre professionnel ou même une qualification et qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, hybrides. Donc, l'avantage du contrat en alternance, ça va être que la personne puisse suivre la qualification, mais en parallèle, qu'elle puisse se former et apprendre au sein même de l'entreprise. Donc, un petit peu, on va former le salarié vraiment à tout ce qui est attendu dans le métier, dans l'entreprise. Donc, c'est aussi un avantage pour l'entreprise. Au-delà et après 30 ans, en fait, après 30 ans, on va avoir le contrat de professionnalisation qu'on peut mobiliser après 30 ans sans difficulté. C'est un peu la différence entre l'apprentissage et la professionnalisation. Et puis après, effectivement, il va y avoir des différences aussi non négligeables sur des aspects d'aide financière ou d'abattement de charges entre ces deux différents contrats. Ce qui est important, effectivement, à mettre en avant, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la mise en place de l'alternance. Il y a un vrai intérêt pour l'entreprise. Nous, on accompagne, moi, je fais de l'accompagnement depuis 17 ans. Donc, depuis 17 ans, on accompagne aussi beaucoup de reconversions professionnelles. Et donc, du coup, il y a quelque chose aussi dans l'alternance qui est quand même très, très gagnant-gagnant aussi, et pour la personne qui va chercher à se former, parce qu'il y a cet apport finalement et du théorie, de la connaissance, de l'apprentissage plus formel, et cet apport de terrain où je vais apprendre quelque chose et je vais mettre en pratique directement en lien avec mon entreprise avec qui je fais ce contrat en alternance. Chez les plus jeunes, parce que l'apprentissage, on parle quand même de contrats à partir de 16 ans. Donc, il y a aussi un apprentissage, en fait, à ce passage, on parle de passage à l'âge adulte, ou en tout cas au statut de salarié. Enfin, voilà, et du coup, il y a des enjeux forts dans cette alternance. Et puis, pour l'entreprise, voilà, sur des personnes aussi en reconversion, il y a un intérêt parce que c'est des personnes qui arrivent aussi avec des compétences qui vont pouvoir mettre à profit aussi avec leur vécu aussi de professionnel et en même temps venir acquérir de nouvelles connaissances. Enfin, il y a un vrai partenariat qui se met en place entre l'entreprise d'accueil et la personne qui fait l'alternance. On a une question là, Vanessa. Est-ce qu'un Oui. salarié peut faire un contrat de professionnalisation? Alors, à partir du moment où il signe son contrat pro, il est salarié. Donc, j'ai envie de vous dire oui. Non, en fait, pour signer un contrat de professionnalisation, il faut que je sois demandeur d'emploi. C'est pas comme l'apprentissage, en fait, où effectivement, quand je suis salariée, je peux mettre en place une alternance ou un apprentissage avec mon employeur. Mais le contrat pro, il faut que je sois demandeur d'emploi et que je signe un contrat pro. Les entreprises ne jouent pas le jeu. Je suis en reconversion professionnelle et depuis 2022, je cherche un employeur pour faire un contrat d'apprentissage.
Et hop, 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 il s'est remonté et depuis 2 ans, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je ne peux pas faire ma rentrée, ouais, pour, le diplôme d'État de moniteur éducateur. Alors, je sais pas, alors moi, je vais pas dire ça. Alors, je remets pas en question, la difficulté à laquelle est confrontée Carole. Hem, En tout cas, je peux aussi faire le constat et ça, c'est peut-être aussi pour que vous l'ayez en tête, Carole, c'est-à-dire qu'il y a aussi des entreprises qui jouent le jeu. Donc voilà, effectivement, il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu en fonction des secteurs, d'activité. C'est une réalité, hein. En fonction des secteurs d'activité, c'est plus ou moins, compliqué, à mettre en œuvre. Mais il faut quand même garder en tête que si toutes ne jouent pas le jeu, certaines le font, quoi. Voilà, donc et hem et heu et puis après vous pouvez alors, aller aussi, rencontrer, des conseillers, donc dans le cadre du service CEP, mais après il peut y avoir d'autres types, hein, d'accompagnement en fonction de votre statut. Mais voilà, être appuyé, être épaulé, essayer de voir un peu, les stratégies que vous avez utilisées. Est-ce qu'on peut, essayer de trouver d'autres stratégies, d'autres façons de présenter les choses? Bon, comment on peut essayer de travailler le réseau? Enfin, voilà, c'est, Ouais, on a une bonne remarque de Anne qui nous parle de la Pro-A pour les salariés qui sont en CDI et qui ouais, envisagent de faire une alternance pour évoluer et éventuellement changer de métier. Effectivement, c'est toujours d'actualité. ouais, Ça va dépendre de la branche dans laquelle vous êtes. c'est ça. Et c'est là où on a envie de dire, bah, retournez-vous vers votre opérateur de Ouais. compétences qui pourra vous dire si oui ou non c'est possible en fonction du métier et de la branche. L'idée aussi avec, alors, il y a, Marine qui répond, hein, «Pro, attention, il faut que la branche ait défini une liste de formations éligibles». Donc effectivement, pour que la PROA puisse s'appliquer, il faut que la branche ait défini une liste. Et puis des fois, on a des listes qui sont quand même toutes réduites, toutes petites. Donc c'est pas, voilà, la PROA n'est pas toujours évidente. Maintenant, la PROA existe et voilà, et c'est un dispositif qui est là et qui est plutôt chouette quand on arrive à le mettre en œuvre. Donc, je pense que l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a des choses qui sont possibles, et peut-être qu'on n'ira pas sur le chemin le plus direct. Peut-être que ça peut être un peu plus, avec un peu plus de virages ou de montées, un peu plus, compliquées que prévu, mais il y a forcément des choses qui sont possibles. Peut-être pas exactement Comme on l'aurait comme imaginé au départ. comme je l'aurais imaginé, comme je l'aurais voulu, Mm. mais d'où l'intérêt vraiment de vous appuyer sur les interlocuteurs qui sont là et qui vont maîtriser ça. Donc en fait, voilà, pour vous, employeur, c'est vraiment aller voir l'EPCO parce qu'il est là pour ça, quoi. On va parler maintenant des transitions collectives, ce qu'on appelle le dispositif Transco. Lorsque l'entreprise est impactée par des mutations structurelles, conjoncturelles, réglementaires, etc., et que cela peut avoir un impact sur les métiers, on va avoir une notion de collectif de métiers qui va être impacté. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui sont sur des métiers dits fragilisés, dans une perspective d'évolution ou de reconversion professionnelle. Euh, Ce dispositif, il va s'adresser sur des personnes qui sont en CDI, en CDD ou en contrat de travail temporaire. Euh, Clairement, ça va être l'opportunité de pouvoir faire prendre en charge ces coûts pédagogiques et la rémunération, quant à elle, sera prise en charge par Transition Pro, qui est l'organisme qui finance les transitions collectives en fonction de, bien sûr, de certains plafonds et de la taille de l'entreprise. Sachez que pour ce dispositif, la mobilisation d'un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire, c'est-à-dire que la personne, lorsque son entreprise aura contractualisé le fait d'entrer dans le dispositif Transco, la personne qui voudra y adhérer devra obligatoirement prendre attache auprès d'un conseiller en évolution professionnelle pour être accompagnée dans l'ensemble de la démarche.
On essaye de voir un petit peu maintenant ce qui est à la main du salarié. Allez, on va voir un peu ce qui est à la main du salarié. Là, c'est pareil, vous allez voir qu'il y en a plein des dispositifs. Je vais revenir sur le CPF, mais j'en ai dit déjà un peu de mots tout à l'heure. Donc, c'est le compte personnel de formation. Le CPF va être alimenté tous les ans à hauteur de 500 euros ou 800 euros parce qu'il y a une majoration pour les personnes qui vont être bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou avec un niveau inférieur au CAP. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le CPF, il va avoir un plafond. Je ne vais pas pouvoir aller au-delà de 5 000 ou 8 000 si j'ai cette fameuse majoration. Le CPF, il a vocation, il a intérêt à être mobilisé pour vraiment amener cette dynamique en fait sur le parcours, sur l'évolution professionnelle, quand on parle de formation, on parle beaucoup de certification, de grands parcours de formation, de reconversion, mais on évoque assez peu cette notion de bloc de compétences. Et aujourd'hui, dans le cadre du CPF, je vais aussi pouvoir aller financer des blocs de compétences. Il se trouve que j'occupe un poste un peu administratif où je fais un peu de suivi de budget, de compta, un peu de gestion RH, machin. Bref, je suis arrivée avec un diplôme à un moment donné, puis j'ai navigué dans mon poste, et puis je suis montée. Et puis bon, quand même, plus ça va, plus je monte sur cet aspect budget, compta, où on me demande des choses, où je commence un peu à les limites. Ouais, ou être en difficulté. Être un peu en difficulté. Du coup, je vais pouvoir mobiliser mon CPF pour aller chercher juste un bloc de compétences sur vraiment ce qui va me manquer concrètement pour aller un peu plus loin, me sentir plus à l'aise dans mon poste. Sur la comptabilité analytique, par exemple. Donc là, on va être vraiment sur cette notion de bloc de compétences. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant avec la mobilisation du CPF. Qui abonde financièrement le CPF directement l'employeur ou est-ce un compteur alimenté chaque année? Oui, c'est un compteur qui est alimenté chaque année. Ce n'est pas l'employeur. L'employeur peut venir apporter un abondement. Quand c'est l'employeur, on va parler de dotation. C'est-à-dire que l'employeur, lui, de manière volontaire ou pour d'autres raisons, va pouvoir apporter une dotation supplémentaire sur le compte CPF de son salarié. D'accord? Mais sinon, celui-ci ce compte CPF va être alimenté chaque année via la Caisse des dépôts de 500 euros au regard de mon activité professionnelle effectuée sur l'année. Ce qu'on peut peut-être inviter à faire aux personnes qui regardent aujourd'hui le webinaire, c'est de se connecter sur leur compte CPF, de créer leur accès et puis d'aller voir, d'aller consulter le montant dont ils disposent pour leur CPF. Et moi, j'ai une petite question, Vanessa. Je n'ai pas le niveau CAP. Est-ce que automatiquement les 800 euros me seront attribués chaque année? À partir du moment où j'ai bien renseigné mon espace personnel, c'est-à-dire que quand je crée quand vous avez créé votre CPF, votre compte personnel de formation, il y a une partie où je renseigne en fait votre nom, prénom, machin, mais je vais aussi renseigner mon niveau de formation, si j'ai ou pas une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Enfin voilà. Et c'est ça qui va venir nuancer. Donc d'aller bien renseigner ces informations dans son compte personnel de formation. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir ou pas bénéficier de cette majoration. Si vous n'avez pas renseigné correctement ou que vous n'avez pas renseigné votre profil, forcément, on ne sait pas que vous avez un niveau qui est inférieur au CAP et donc, on ne va pas vous appliquer la majoration. Si vous n'avez pas indiqué que vous étiez bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, on ne peut pas le savoir, donc on ne peut pas vous appliquer la majoration. Si le CPF a déjà atteint les 5 000 euros, l'employeur peut-il abonder quand même? Alors, oui. Attention, je veux juste… c'est du vocabulaire, mais c'est vrai que pour l'employeur, on ne parle pas d'abondement, mais on parle de dotation. Je vais faire une différence parce qu'en fait,
l'abondement, on va le faire directement sur un projet de formation. C'est-à-dire que on va avoir des abondements, par exemple, dans le cadre du C2P, du compte professionnel de prévention. Je vais y revenir après. Mais je peux mobiliser un abondement avec le C2P. Quand je mobilise un abondement avec le C2P, je le fais au regard d'un projet de formation. D'accord? Donc, je vais venir abonder le projet de formation. Quand l'employeur amène du financier au niveau du CPF, il fait une dotation. Ça veut dire qu'il va venir amener de l'argent directement sur le compte du salarié. D'accord? On n'est pas en lien cet argent sur le compte du CPF. On ne le donne oui, pas au non, salarié. effectivement. Mais l'employeur va aller transmettre une certaine somme d'argent directement sur le compte CPF du salarié. Et donc, oui, si je suis déjà à 5 000 €, c'est pas grave, l'employeur peut quand même amener cette dotation, c'est pas bloqué. En fait, ce qui ne peut pas être fait, c'est que je ne peux pas cumuler, moi, continuer à cumuler les 500 €, mais je peux bénéficier de la dotation. Donc, si ma formation coûte 8 000 €, que j'ai 5 000 € sur mon compte formation, ouais. Est-ce que mon employeur peut venir faire une dotation de 3 000 €? Voilà, c'est ça. Exactement. Okay. Il n'y a pas de limite à ça. S'il a envie de vous donner 10 000 €, il peut vous donner 10 000 €. Tout est possible. Il en a le droit. On a une question sur une personne en arrêt maladie. J'essaie de la retrouver. Excusez-moi. Je pense qu'Antoine a mis un lien. Il va y avoir pas mal de questions sur le CPF. Non pas que je ne pourrais pas y répondre, mais du coup, j'ai d'autres choses à vous dire. Antoine a mis un lien là sur la FAQ CPF où vous allez avoir énormément de réponses. Vraiment, on a un site sur le CPF qui est hyper bien fait, où il y a plein d'éléments de réponse. Quand vous êtes en arrêt longue durée, votre compte n'est plus alimenté. D'accord ? Quand je suis en congé maternité, mon compte est alimenté. Donc voilà, il y a des petites nuances à ce niveau-là, effectivement, sur l'alimentation du compte. Je ne vois pas apparaître sur mon CPF des périodes d'emploi où je dépendais de la fonction publique. Je vais juste m'arrêter sur cette question-là. En fait, sur votre compte CPF, normalement, si vous avez travaillé dans la fonction publique, vous devez avoir sur votre compte CPF donc une partie qui est en euros, puisque si vous êtes dans le privé, votre compte CPF est alimenté en euros. Quand vous travaillez, quand vous intervenez dans le public, le compte CPF est alimenté en heures. D'accord? Donc, si j'ai eu des expériences ou que je cumule un peu, moi j'ai quelques interventions dans le public, donc j'ai un compte CPF avec de l'argent et j'ai aussi des heures qui sont cumulées sur mon compte CPF. Et effectivement, je peux convertir, je cherchais le terme, je peux convertir. Donc, je peux convertir mes heures CPF en argent. Je peux convertir mon argent en heures CPF. Si demain, je ne suis plus salarié du privé, mais que je bascule dans la fonction publique, eh ben, je pourrais convertir mon CPF monétaire en heures de formation. Juste, si tu peux juste retourner sur les abondements sur le CPF, il y a des abondements possibles aussi avec France Travail. Voilà, je voulais juste zoomer sur cet aspect-là parce qu'il y avait cette question. Et pour les 100 €, parce que quand même c'est assez récent, c'est un petit peu une nouveauté de 2024. Le ticket modérateur. Ticket de modérateur. Quand est-ce que je dois le payer et quand est-ce que je ne suis pas obligée de le payer? Ok, alors je ne vais pas répondre à quand est-ce que je dois le payer. On va dire que quoi qu'il arrive, la logique aujourd'hui, on a un ticket modérateur. Voilà, on a un ticket modérateur de 100 €. Ça veut dire que quel que soit le montant de la formation, le coût de la formation et quel que soit le montant que j'ai moi sur mon CPF, j'ai 100 € en ticket modérateur que je vais devoir payer. Sauf sur certaines situations. Effectivement, pour les demandeurs d'emploi, ils seront exonérés de ce ticket modérateur. Il y avait une question sur si mon employeur fait une dotation, un abondement. De manière générale, si je bénéficie d'un abondement, quel qu'il soit,
que ça soit par l'OPCO, la région, parce qu'il peut y avoir des abondements OPCO, région, État, il peut y avoir des abondements dans le cadre des accidents de travail, des maladies professionnelles, du C2P, enfin bon, bref, quel que soit l'abondement que je vais mobiliser, ça va me permettre d'être exonérée du ticket modérateur. Donc, on peut dire que dans la généralité, on va avoir un ticket modérateur, sauf pour quelques exceptions. On passe au compte professionnel de prévention? Oui, alors je vais zoomer quand même rapidement sur ce compte professionnel de prévention, le C2P, aussi parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où on est, il y a beaucoup d'usure professionnelle, je crois. On va arrêter de chercher les termes. Des allongements de carrière. Des allongements de carrière. Bon, voilà. Donc, du coup, ce compte C2P prend quand même de plus en plus de place, d'importance. Donc, le compte C2P, c'est le compte professionnel de prévention. Juste rapidement, sans trop aller dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute manière, si vous avez un compte C2P, normalement, vous le savez parce qu'il est censé maintenant apparaître sur le compte CPF. Et ce compte C2P va être alimenté à partir du moment où je suis sur un métier avec des risques professionnels. Alors attention, quand on parle de risques professionnels, on parle de risques identifiés. On a 8 facteurs de risque avec des seuils très précis. Donc, par exemple, on a le travail de nuit. Donc, ce n'est pas juste je travaille de temps en temps de nuit. Il faut qu'il y ait un seuil sur ce travail de nuit avec un certain nombre d'heures effectuées en travail de nuit, tout ça pour que ça commence à générer des points C2P. Maintenant, on a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pas mal de points sur leur compte C2P. Il faut savoir qu'un point équivaut à 500 € aujourd'hui. Donc, on a quand même des comptes qui sont alimentés à 10, 15, 20, 30 points C2P. Donc, on a voilà, un petit peu de capital quand même. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond sur ce compte C2P. Ça, c'est assez nouveau. C'est quand il y a eu toutes les réformes, là où effectivement, ils ont enlevé ce plafond sur le compte C2P. Ils ont augmenté aussi le nombre de points facteur de risque. Et si je suis confrontée à un facteur de risque, ben, j'ai 4 points par an. Si je suis confrontée à 2 facteurs de risque, j'en ai 8, et puis ainsi de suite. Ça va se multiplier en fonction du nombre de facteurs de risque. Et du coup, pourquoi on peut utiliser ce compte professionnel de prévention? Alors, le compte C2P, je vais pouvoir mobiliser mes points dans un premier temps. Je vais commencer par ça pour venir financer de la formation. Puisqu'il faut quand même savoir que les 20 premiers points qui sont cumulés sur ce compte C2P doivent être réservés à la formation professionnelle. D'accord? Donc, ça va être quand même le premier axe d'utilisation de ce compte C2P. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour abonder mon CPF parce que je n'ai pas assez sur mon CPF pour financer de la formation. Et là, donc, personne ne pose la question, enfin, en tout cas, ou pas encore, mais je l'anticipe au cas où. Je peux aller au-delà, c'est-à-dire que je peux vider une formation qui vaut 8 000 ou 9 000 €. Et moi, j'ai déjà 5 000, et là, je peux abonder au-delà des 5 000 pour financer cette formation avec mon compte C2P. D'accord? Puisqu'un point vaut 500 €. Je vais pouvoir l'utiliser aussi. Alors, on va dire 2 mots tout à l'heure sur un dispositif qu'on appelle le dispositif PUR, prévention, usure, reconversion, qui va permettre là aussi de financer des projets, un projet professionnel, un projet de formation. Ça peut aller aussi sur du bilan ou de la VAE. Je vais pouvoir l'utiliser aussi pour diminuer mon temps de travail sans perte de salaire. D'accord? Et donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, à condition que mes 20 premiers points aient été utilisés pour la formation. Mais à partir de là, effectivement, je vais pouvoir utiliser mes points pour passer, par exemple, diminuer mon temps de 50% de sa durée. Avec 10 points, je peux le faire pendant 120 jours. Donc voilà, donc ça, c'est aussi des stratégies et des choses plutôt intéressantes. Et je vais aussi pouvoir utiliser ces points pour anticiper un départ à la retraite. Très bien. Et du coup, je pense qu'on bascule directement sur le PUR. Prévention, usure. Tu nous as parlé du PUR tout à l'heure. Effectivement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin peut-être, sans trop non plus détailler, mais au moins qu'on ait une idée un petit peu de ce que
ce qui se cache derrière ce pur. Ouais. Alors, ce qui va se cacher derrière, derrière ce pur dispositif prévention de l'usure professionnelle. Alors, ce qui va se cacher, c'est une loi aussi, hein, une loi qui est apparue en début d'année. Hein, donc, en fait, je dis ce sont parce que je vais vous parler du pur, mais je vais aussi vous parler du FIPU. Ce sont deux dispositifs assez nouveaux et dans cette idée de proposer quelque chose autour de cette usure professionnelle, d'agir autour de l'usure professionnelle pour les personnes. Et donc, le pur, là, on va être sur une mobilisation particulière de ces points C2P. D'accord. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser là aussi mes points C2P pour venir financer un projet. Donc, ça peut être un projet, un bilan de compétences, ça peut être une validation des acquis de l'expérience, ou ça peut être un projet de formation. Alors, un projet de formation, un projet de reconversion professionnelle vers un métier non exposé aux facteurs de risque professionnel. Là, il y a une condition pour pouvoir le mobiliser. C'est les facteurs que tu évoquais précédemment. C'est les facteurs que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas forcément dit non plus pour l'abondement des points C2P, là aussi, pour pouvoir utiliser mes points C2P, pour abonder mon CPF, il faut que ça me permette de m'éloigner d'un métier à risque. Là, dans le pur, il faut vraiment que ça me permette d'aller sur un métier qui ne soit plus du tout à risque professionnel. D'accord. Pouvoir sortir de cet environnement-là. Et par contre, là, je vais pouvoir financer donc le coût de ma formation, 5 000, 6 000, 7 000 euros, plus ma rémunération pendant le temps de ma formation. Donc, tout va dépendre un peu du nombre de points que j'ai, si j'en ai beaucoup ou pas trop. Et si je n'ai pas assez de points pour financer mon projet dans sa totalité, je vais pouvoir aller chercher un cofinancement PTP. J'en parlerai après. Ne vous inquiétez pas, elle fait un petit peu de teasing pour la suite du webinaire. C'est ça. Et du coup, Vanessa, qui est l'interlocuteur pour ce dispositif? Il y a la nécessité de passer par le CEP, le conseiller en évolution professionnelle. J'en peux plus, c'est le dernier webinaire. C'est vendredi après-midi. Hop. Et ça. Donc, c'est Transition Pro. Et Transition Pro, effectivement. C'est Transition Pro l'interlocuteur et c'est Transition Pro qui va articuler le dispositif. C'est avec lui qu'on va faire la démarche. Concernant le deuxième dispositif donc, qui émane de cette loi sur l'usure professionnelle, qu'on appelle le FIPU, Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. De l'usure. Ce fonds FIPU, lui, va s'intéresser aux métiers qui sont sur ce qu'on appelle des risques ergonomiques. D'accord. Donc là, on n'est plus sur les risques professionnels tels que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, si ça vous intéresse sur le compte C2P, il y a la grille qui est des facteurs de risque avec les niveaux de seuil et tout ça. Là, on est sur des métiers avec des risques ergonomiques. Donc, ça va être tout ce qui est manutention, port de charge, vibration et jambes nobliens et la posture pénible. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il va y avoir des choses possibles dans le cadre de ce fonds d'investissement pour ces métiers sur des risques ergonomiques. Et il va y avoir des choses possibles pour les salariés à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je pense que, je ne sais pas si sur la slide d'après, je ne sais plus, mais en gros, ce fonds FIPU va venir se mobiliser avec le PTP. C'est-à-dire que, en gros, le salarié va mettre en place un PTP, un projet de transition professionnelle que je vais vous exposer derrière. Et le fonds FIPU, en fait, va être un fonds qui va venir cofinancer, participer au financement de ce PTP et donc de ce projet de reconversion professionnelle. Donc, finalement, le FIPU, c'est aussi en relation avec Transition Pro. C'est aussi en relation avec Transition Pro. Du coup, tu nous en as parlé précédemment, donc on va essayer d'un petit peu plus avancer sur le projet de transition professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que je lis en même temps la question dans le chat. Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure. Le PTP,
Qui peut faire un PTP et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le PTP? Qu'est-ce que le PTP? Qui peut le faire? Alors, le PTP va être à destination des actifs, d'accord? Donc, les personnes en CDI, en CDD, les intermittents, les intérimaires, droit, droit privé. Je précise aussi cet élément-là. Donc ça va être les personnes qui vont pouvoir bénéficier du PTP. Et qu'est-ce que le PTP? Le PTP, en fait, alors souvent, pour certains, vous avez peut-être connu le FONGECIF ou le CIF. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, le FONGECIF, finalement, c'est son nouveau nom. C'est ça. Alors, c'est son nouveau nom avec un petit aménagement, voilà, mais on reste sur la même idée. Ouais, on est sur la même idée, c'est-à-dire que je trouve que ce qui est intéressant à comprendre et à retenir sur le PTP, le PTP a vocation de financer des projets de reconversion. Ça, c'est quand même beaucoup plus. Ça a été un peu la différence entre le CIF et le PTP, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie orientation de ce dispositif-là sur des projets de reconversion, en tout cas de changement de métier, de changement de poste. Et du coup, le PTP va permettre de venir financer aussi bien le projet de formation que la rémunération pendant le temps de la formation. Pas une obligation. Tu vas avoir le choix de le faire donc sur ce qu'on dit sur temps ou hors temps de travail. D'accord? Et si je choisis de le faire sur temps de travail, donc ça va se faire avec l'employeur quand même, c'est-à-dire qu'avec une démarche à faire avec l'employeur en termes d'autorisation d'absence, auprès de l'employeur. On est sur un dispositif qui, ça ne se met pas en place non plus du jour au lendemain. Alors d'abord, il faut travailler le projet, ça prend du temps quand même, et il ne faut pas se précipiter. Et puis voilà, le PTP, c'est un dispositif, on doit déposer le dossier 4 mois avant d'entrer en formation, enfin voilà. Donc tout ça fait aussi que les personnes qui engagent un PTP vont en parler quand même de manière très en amont à leur employeur pour que l'employeur puisse aussi s'organiser par rapport à l'absence au poste. Justement, du coup, est-ce que l'employeur peut refuser une demande de PTP? L'employeur ne peut pas la refuser, sauf si elle n'est pas faite dans les règles du droit. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles quand je fais ma demande d'autorisation d'absence, sur le délai de prévenance, sur la formalisation du courrier. Mais à partir du moment où je vais faire ma demande dans les règles légales qui régissent cette demande d'autorisation d'absence, l'employeur ne pourra pas le refuser. En revanche, il va pouvoir la reporter sous certaines conditions, bien sûr, mais en tout cas, il peut la reporter sous certaines conditions sur un délai maximum de 9 mois. Alors là, Vanessa, moi je suis salariée, je trouve ça un peu compliqué quand même. Du coup, vers qui je me tourne pour m'aider, pour monter ces projets de formation, parce que c'est quand même alors, en fait, pas facile. C'est pas facile. Et puis là, on parle de mobilisation de dispositifs. Donc, je vais quand même répondre sur la mobilisation des dispositifs. Puis après, je ferai une aparté. Mais sur la mobilisation des dispositifs, finalement, on va avoir plusieurs interlocuteurs. D'abord, vous avez quand même un interlocuteur qui est Transition Pro, pour la simple et bonne raison que c'est les dispositifs de Transition Pro. Donc, ils sont les plus à même de répondre à vos questions, de pouvoir vous accompagner, tout ça. Et puis, ils vont aussi vous parler du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, parce que c'est aussi, voilà, c'est aussi notre vocation, notre métier. On peut aussi vous accompagner là-dessus. Ce n'est pas une obligation, contrairement à certains dispositifs où il y a l'obligation de passer par le CEP. Là, ce n'est pas une obligation, mais on peut vous accompagner là-dessus. On a des gens qui se font accompagner aussi parce qu'ils ont mis en place un bilan de compétences et que souvent les conseillers bilan vont aussi aider là-dessus. Le conseiller, non, mais c'est tout. Et du coup, là, on a présenté un certain nombre de dispositifs. Si je ne sais pas trop lequel me correspond le plus, est-ce que je peux voir un conseiller pour qu'il m'aide à savoir quel dispositif m'est destiné, enfin, où est le plus approprié à mon projet? Oui, il y aura forcément le conseil en évolution professionnelle. Alors, je ne sais pas trop quelle heure il est, 49, il va falloir qu'on avance un peu, mais on va faire une présentation quand même rapide du CEP à un moment donné, et vous allez voir que finalement, quel que soit le statut de la personne, je vais avoir accès à un opérateur CEP
qui va pouvoir me guider, m'orienter dans cette mobilisation de dispositifs. Mais de manière générale, là, on parle du bateau qui m'aide à faire le voyage. Encore faut-il que je définisse mon voyage. Voilà, je voulais juste faire cette aparté-là parce que c'est important. Bien sûr que la connaissance du dispositif, sa mobilisation, puis ça angoisse, on a l'impression que c'est complexe et tout ça. Mais, que je voyage en bateau ou en barque, alors c'est moins agréable la barque, je suis d'accord, que le yacht. Mais l'important, c'est que j'arrive quand même au bout de mon voyage. Voilà, donc je crois que c'est aussi ça qu'il faut retenir et que finalement, il y aura forcément une façon de faire qui sera peut-être pas qui ne sera pas la même d'une personne à l'autre. c'est ça, voilà, il y en a qui, pour X raisons, vont voyager plutôt en barque, quand d'autres voyageront peut-être en bateau un peu plus équipé. On va passer au dispositif d'émission reconversion. On va peut-être essayer d'aller un peu plus vite parce que si on veut tenir nos engagements horaires, l'idée du dispositif d'émission reconversion, c'est de pouvoir démissionner de son emploi dans une perspective de reconversion ou de création d'entreprise et de pouvoir en même temps bénéficier de ses droits à l'allocation chômage. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dispositif d'émission reconversion est arrivé aussi sur un constat que la rupture conventionnelle ne marchait pas. Voilà, hein, donc concrètement, et qu'on se retrouvait avec des personnes qui, pour X raisons, avaient besoin de quitter leur entreprise, développer des projets, donc des projets de reconversion avec formation, des projets de création de reprise d'entreprise, et puis qui étaient un peu bloqués parce que, vous le savez, si vous démissionnez, vous en avez le droit, pas de souci, mais si vous démissionnez, vous n'aurez pas accès aux indemnités ARE de France Travail. Donc, c'est pour ça que ce dispositif a été mis en place. Donc, on appelle ça le dispositif d'émission reconversion. Il y a quelques éléments quand même d'éligibilité. On parle d'éligibilité pour ce dispositif-là, de 5 ans d'activité continue. Alors, de manière très précise, on parle de 1300 jours, mais voilà, forcément, il faut être en CDI pour pouvoir mobiliser le dispositif, mais ça coule de source parce que si je suis en CDD, j'en ai pas besoin. On est toujours dans le droit privé. Il faut faire attention, il faut vraiment, alors vous allez avoir 2 interlocuteurs, toujours Transition Pro parce que c'est un dispositif qui est là aussi géré par Transition Pro et le CEP parce que de toute manière, il y a une obligation de passer par un CEP pour mobiliser ce dispositif-là. Nous, ça nous permet aussi de travailler avec vous et de vérifier votre éligibilité au dispositif parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises aussi en auto-assurance et du coup, ça ne les rend pas éligibles au dispositif. Et puis l'idée, c'est aussi de travailler ce projet voilà, et puis de limiter les risques, de suivre la procédure un peu du dispositif parce qu'il y a tout un certain nombre d'étapes qu'il faut réaliser dans un certain ordre pour être sûr que son projet soit validé et qu'on puisse bénéficier de nos allocations de chômage. Ouais. On va faire un petit passage sur le bilan de compétences et la VAE. Pourquoi rapide? Parce qu'il y a eu d'autres webinaires pendant ces semaines de l'évolution professionnelle qui sont allés vraiment plus dans le détail sur ces bilans de compétences et la VAE. Donc voilà, Vanessa, on va essayer d'aller. Je vais aller très très vite. Je vais aller très très vite sur ces 2 dispositifs. Je vais parler du bilan parce que c'est un dispositif. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup du bateau qu'on va prendre pour réaliser le voyage. Le bilan de compétences, il va vous permettre de définir votre voyage. Voilà. Donc c'est important d'avoir quand même aussi en tête ce dispositif-là. Il permet vraiment un travail en profondeur sur le projet professionnel. Voilà, c'est quelque chose qui est très guidé, qui est avec un début, une fin. Enfin bon, voilà. Mais c'est un dispositif avec un financement qui va s'y rattacher, CPF, et ainsi de suite. Ça peut être du financement entreprise ou France Travail. Et la VAE, la validation des acquis de l'expérience, c'est un dispositif qui va vous permettre d'accéder à une certification. Donc, pour parler comme tout le monde, à un diplôme, comme ça va être beaucoup plus simple.
même s'il n'y a pas que les diplômes dans les certifications. Mais en tout cas, ça va vous permettre de valider une certification donc, ou un diplôme au regard de l'expérience effectuée. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un beau dispositif donc, qui existe depuis 2002. Et puis, il y a plein de parcours mixtes aussi. C'est-à-dire qu'on peut, et je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire qu'on va avoir un parcours où on va mettre en avant toute l'expérience acquise, les compétences acquises, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on met dans notre sac à dos là, pendant le travail. Je voyais qu'il y en avait un qui posait une question, ça fait 20 ans que j'occupe mon poste, donc 20 ans que je cumule de l'outil là dans mon sac à dos. Donc c'est ça qu'on va pouvoir mettre en avant et puis on va pouvoir le coller avec un parcours de formation pour amener une montée en diplôme ou en qualification. On passe à la deuxième partie du webinaire. On n'est pas tellement en avance, mais on va essayer d'aller rapidement sur le conseil en évolution professionnelle. On vous en a quand même pas mal parlé tout au long de la présentation. Simplement un petit rappel, voilà, le conseil en évolution professionnelle, ça va être un appui pour les salariés et les indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle, peu importe où on en est du projet, en amont, pendant, en aval, enfin retravailler, tout est possible. Et puis, il va nous permettre d'élaborer, de formaliser une stratégie pour viser l'évolution professionnelle. C'est un service public qui est gratuit, qui est confidentiel, c'est-à-dire que l'employeur n'est pas informé que vous rencontrez un conseiller. Il est neutre parce qu'il n'a pas d'intérêt que vous fassiez telle ou telle formation. Et puis, il est accessible parce qu'on propose des rendez-vous partout en France où vous pouvez bénéficier du service. Par contre, du coup, en fonction de votre statut, ça va être peut-être des structures différentes qui pourront vous proposer le service du conseil en évolution professionnelle. Donc, nous, Avenir Actif, on va intervenir auprès des salariés et des indépendants. L'APEC va s'occuper plus particulièrement des cadres. On a France Travail qui va agir auprès des demandeurs d'emploi. Les missions locales, elles, pourront intervenir auprès des moins de 26 ans. Et puis, on aura les Cap Emploi qui s'attacheront à dispenser le service auprès des personnes en situation de handicap. Quel est l'objectif, Vanessa? Alors, ouais, je vais dire quelques mots sur l'objectif. Alors, Valérie, effectivement, c'est les mêmes diapos sur chaque webinaire, forcément, hein, sur la présentation du CEP. Vous allez retrouver systématiquement les mêmes diapos sur chaque webinaire. Ça montre que Valérie est fidèle. C'est ça. L'objectif, alors, je vais faire simple, parce qu'en plus, il ne reste que 3 minutes, mais en vrai, l'objectif du CEP, c'est quoi? C'est déjà juste, venez nous voir et puis dites-nous où vous en êtes dans votre situation, dans vos questions, et puis on va prendre le temps de ça, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre du service CEP. C'est pouvoir dire à un moment donné, finalement, quel que soit votre statut, donc nous, Avenir Actif, on est plutôt sur les actifs occupés, mais comme vous l'a présenté Aurélie, il y a plein d'autres opérateurs en fonction de votre statut. C'est-à-dire finalement, peu importe mon statut, je vais bénéficier d'un temps avec un conseiller, un temps d'échange déjà pour comprendre où j'en suis dans ma situation, dans mes questions, là, j'ai participé aux semaines de l'évolution professionnelle. C'était super bien, il y avait plein de webinaires, j'ai appris plein de trucs. Mais qu'est-ce que je fais de tous ces trucs que j'ai pu apprendre? Par quoi je commence? Mais moi, dans ma situation, c'est quoi qui va me correspondre? Ce que tu disais tout à l'heure, oui, mais là, dans les dispositifs, qui c'est qui peut m'aider? Comment je peux faire? Par quoi je commence? Vanessa, elle a été très gentille de nous parler du PTP, mais comment je vais faire pour en parler à mon employeur? Parce que ce n'est pas si simple aussi. Donc, c'est aussi à tous ces enjeux-là que va répondre le CEP. Et donc, du coup, on va pouvoir vous accueillir sur un premier temps, mais vous accompagner aussi dans les démarches, dans la réflexion. On peut vous aider à mieux comprendre ou à voir quel travail mener pour mettre en avant vos compétences. Comment échanger avec mon employeur parce que moi, j'ai un projet. Ça fait 20 ans que je suis sur mon poste. J'ai envie d'évoluer, de mettre ça en place. Je ne sais pas comment lui dire. Je ne sais pas comment lui dire, comment l'argumenter, comment parler de mes compétences.
j'ai cette saloperie d'entretien pro, je me suis retenue de dire un gros mot pour comment voilà, à chaque fois je ne sais pas quoi en dire de cet entretien, comment voilà, le CEP peut vous aider aussi à préparer à ça. Enfin bon, bref, j'ai envie de dire qu'on vraiment c'est un vrai espace où il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on peut construire ensemble. Du coup, j'ai dit, c'est quand même un accompagnement, un service qui est un conseil individualisé et adapté. Donc, ça reprend ce que Vanessa disait. Et puis, vous pouvez avoir un ou plusieurs rendez-vous en fonction de vos besoins, de vos projets et de vos souhaits. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller, on vous invite à aller sur le site www.mon-du6cep.org et en fonction de votre situation, le conseiller en évolution professionnelle vous sera indiqué sur le site. On arrive au terme de ce webinaire. Je crois que c'est le dernier webinaire en plus. C'est le dernier webinaire de l'évolution professionnelle. Donc, on est ravis d'avoir partagé ces moments avec vous. On espère que les informations transmises vous seront utiles. Et puis, on vous invite, bien entendu, dès que vous avez un questionnement, à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. C'est ça. Et on vous retrouve prochainement sur d'autres événements à venir. On vous remercie. Bon, et puis bon week-end qui approche. Au revoir.